Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Bonjour. Sur le drame de Crépol qui a conduit à la mort de Thomas, le Parisien aujourd'hui en France fait des révélations ce matin. Révélations que France Info est en mesure de confirmer sur la base d'un rapport d'enquête de la gendarmerie. Il en ressort qu'à ce jour, rien n'accrédite la thèse d'un acte prémédité. Clairement, est-ce que vous avez parlé trop vite ? Ah bah non, je ne crois pas, pour une raison simple, c'est que il y a quand même eu une trentaine de personnes qui sont arrivées à l'issue de ce bal de manière coordonnée avec des couteaux, donc ça me semble compliqué d'expliquer que cela est fortuit et hasardeux. Maintenant, moi, c'est pas ce que raconte le rapport des gendarmes. Mais ça, c'est ce qui s'est passé de fait. Maintenant, la question, c'est de savoir si l'assassinat a été prémédité, c'est-à-dire si la mort de Thomas a été préméditée. Et de ce point de vue-là, en effet, il ne semble pas y avoir eu préméditation. Néanmoins, il y a eu volonté d'agresser et de faire mal, puisque quand on arrive avec des couteaux de 25 cm, et a priori, parce que c'est ce que révèle aussi d'ailleurs cet article, des coups de feu tirés à l'issue exactement à l'issue de l'altercation, il y a eu en tout cas volonté manifeste de faire du mal et d'agresser. Ça, c'est sur les faits, Marion Maréchal, sur les 9 suspects, 4 au moins étaient déjà présents au bal 2 heures avant que la bagarre n'éclate. Ils étaient venus faire la fête, tout simplement, ces jeunes. L'altercation, elle aurait été déclenchée par une moquerie concernant une coupe de cheveux. Ça ressemble pas à de la préméditation, à une descente de jeunes violents qui veulent en découdre, comme vous l'avez dit. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre où vous voulez en venir. Je sais que c'est le discours que j'entends. Je rapporte juste les faits. Mais je comprends, mais où est-ce qu'on veut en venir ? C'est-à-dire que la question, c'est celle de la mais vous savez bien que c'est pas cette question. Thomas l'aurait mérité, les 17 blessés l'auraient mérité. C'est-à-dire quand bien même il y aurait eu un tirage de cheveux et une bousculade en allant aux toilettes du bal. La question est celle de la chronologie et de la lecture que l'on fait des événements. C'est ça que je comprends pas. Non, la question elle est simple. Inexcusable. Je veux dire, on a des racailles qui aujourd'hui descendent dans un bal avec des couteaux de 25 cm. Ça, je pense que pour le coup, l'enquête l'atteste, il n'y a pas de débat. Je veux dire, quand on va dans un bal populaire avec des couteaux, a priori, quelle que soit la manière dont l'agressivité monte, ça n'est pas normal et c'est condamnable. La manière dont vous racontez les faits, en fait, induit qu'ils sont tous venus en bande pour justement tuer Thomas. La manière dont ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y avait parmi ces jeunes, il y en avait qui étaient déjà là au bal pour faire la fête. Ils sont nombreux, ils sont arrivés par grappes tout au long de la soirée. Madame, la manière dont je raconte les faits, c'est qu'il y a aujourd'hui une bande de racailles qui sont arrivés avec des couteaux et manifestement une arme à feu, qui sont arrivés dans un bal populaire et qu'à l'issue de cette arrivée, quand bien même ils auraient été là une demi-heure avant, qu'importe, 2 heures avant, ça finit avec 18 blessés et un mort de 16 ans qui aurait eu demain 17 ans. Voilà, donc je ne sais pas, quelle que soit la manière dont ça s'est déroulé, comment on peut trouver une excuse à cette situation. Il n'y a pas d'excuse, madame. Non, mais parce que depuis 24 heures, j'entends un certain nombre de journalistes dire oui, mais vous comprenez, finalement, à un moment donné, il y aurait peut-être une bousculade et puis il aurait tiré les cheveux en disant Chiquita, donc finalement est-ce que ça n'aurait pas justifié le fait que non, il n'y a rien qui justifie qu'un jeune homme de 16 ans meure d'un coup de couteau égorgé devant ses amis et mourant devant ses amis sur le parking du bal populaire. Marion Maréchal, moi je rapporte les faits. Les faits qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a des racailles qui sont descendues, qui pour la plupart, une fois de plus et comme d'habitude, étaient des multirécidivistes, qui avaient un casier judiciaire, qui manifestement ont si peu peur de la justice qu'ils n'ont pas hésité, d'ailleurs parce que l'un des principaux suspects a déjà été condamné pour un port d'armes blanches, il n'a pas hésité à réitérer ce port d'armes parce qu'aujourd'hui la justice est tellement faible et tellement laxiste qu'ils n'en ont pas peur. Et donc moi c'est les conclusions que j'ai tirées. Et Marion Maréchal, les faits que vous rapportez en fait sont quelque peu tronqués. Je vous donne ce qu'on a nous vérifié avec le rapport de la gendarmerie. Si 9 témoins sur les 104 évoquent des propos hostiles aux Blancs après la bagarre, l'ami du rugbyman qui serait à l'origine de la moquerie qui a déclenché la bagarre, qui était lui-même un ami de Thomas, a confié « J'ai envie de taper des bougnoules pendant la soirée ». Madame, pardon. Donc, quelle est votre réaction là-dessus ? Très bien, un témoin donc, sur 104, puisque donc 9 témoins sur 104. Maintenant, la question que je vous pose, c'est il y a aujourd'hui des propos racistes anti-blancs qui ont été tenus dans cette soirée. D'ailleurs, le procureur lui-même le reconnaît. Est-ce que ces propos sont racistes ? La question est de savoir... on est d'accord, les propos, quand vous dites « je viens tuer du blanc, je viens planter du blanc », est-ce que ces propos sont racistes ? Je pense qu'on peut quand même s'accorder pour dire qu'ils sont racistes. Et donc moi, il y a aussi qu'est-ce que j'ai fait ? Taper des bougnoules aussi. Excusez-moi, je n'ai pas parlé trop vite en disant qu'il y avait eu du racisme anti-blanc. La preuve, c'est qu'il y a eu 9 témoignages, en effet, et que le procureur n'en a pas l'a attesté, que la famille elle-même réclame que ce motif du racisme qui n'a pas été retenu soit retenu, parce que, pardonnez-moi, mais moi, je suis aujourd'hui la porte-parole en effet d'un racisme anti-blanc dans notre pays qui est invisibilisé, qui est nié
et qui est même toléré d'une certaine manière. Parce que quand aujourd'hui, on a 9 personnes qui attestent avoir entendu « on est là pour planter du blanc, on est là pour tuer du blanc » et que le motif raciste continue, Marion Maréchal. L'enquête continue et on apprend aujourd'hui qu'il y a eu des propos racistes aussi de l'autre côté. Il y a des motifs poursuites. C'est bien de rappeler les deux. Il y a eu un témoignage, on verra d'ailleurs s'il est confirmé. A priori, 9 témoignages, c'est quand même plus sûr qu'un témoignage. Et par ailleurs, non mais excusez-moi, moi ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui il y a un racisme anti-blanc dans notre pays dont on refuse de parler, qui a aujourd'hui une explosion d'ailleurs de ces actes anti-blancs. Le ministère de l'Intérieur parle lui-même d'ailleurs entre 2021 et 2022 de plus 65% d'actes anti-blancs dans notre pays. Un sondage CSA qui atteste que 80% de ce qui s'est passé à Crépol, Marion Maréchal. Madame, c'est plus compliqué que ce que vous disiez au départ. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Madame, est-ce que ces propos sont racistes ? Est-ce que les propos qu'on a entendus sont racistes ? Non, mais la question est de savoir si ces propos... Ils ont été tenus ou pas ? Oui. Donc à partir de là, ce que je vous dis, c'est que si, à l'inverse, on avait eu Thomas et ses amis qui étaient descendus dans la cité de Crépol et qui avaient dit on est là pour tuer et planter de l'arabe, et qu'à l'issue de cela, il y avait eu 18 blessés et un mort, pardonnez-moi, je pense qu'aujourd'hui, vous ne seriez pas 10 jours après à tenter d'expliquer oui, mais enfin, on a entendu ça, mais on n'est pas sûr. Je pense qu'il y aurait une indignation générale. Et bizarrement, je pense que le procureur... Pas préjuger de ce qu'on aurait dit. Dans la seconde... Si, je préjuge un petit peu. Nous, on dit bien, on rapporte des faits, Marion Maréchal. Je préjuge un petit peu par habitude. Et je pense que le procureur, évidemment, aurait retenu le mobile raciste. Parmi les faits. Du mobile raciste, à minima l'injure raciale. Et aujourd'hui, moi, je suis désolée, je dénonce cela. Et j'en parle parce que je suis la seule à en parler, parce que les racismes, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, sont condamnables. Mais le racisme anti-blanc, c'est un racisme qu'on ne veut pas voir. Parmi les faits, Marion Maréchal. Il y a 2 jours, il y a un antiquaire qui est un peu connu, puisqu'il passe sur France 2, qui a été agressé dans sa voiture au cri de « sale français ». Pardonnez-moi, mais une fois de plus, personne n'en a parlé parce que c'est un racisme qui n'existe pas. Parmi les faits et les nouveaux éléments de l'enquête, il y a la polémique sur les prénoms. Vous savez, notamment ce qu'avait dit Éric Zemmour, ce sont toujours les Thomas qui tombent et les Chaïd qui tuent. Il se trouve que l'enquête des gendarmes montre que 2 jeunes hommes sont suspectés aujourd'hui d'être le meurtrier de Thomas. Il y en a un qui s'appelle Ilyes, qui a 22 ans, et l'autre, il est mineur. On ne peut pas donner son identité parce qu'il est mineur, mais le rapport d'enquête le précise bien, son prénom est bien historiquement français, pour le dire. Alors là, c'est drôle parce que du coup, d'un coup, les prénoms veulent dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a passé 10 jours à nous expliquer, mais les prénoms, ça n'a rien à voir, c'est scandaleux, vous ne pourrez en tirer aucune conclusion. Et là, quand il s'agirait en tout cas d'un prénom historiquement français, on va comprendre par la suite ce que cela signifie. C'est pour nuancer ce que vous aviez déclaré au départ. C'est intéressant de constater pour questionner l'interprétation qui avait été faite. Mais monsieur, l'interprétation, quelle est l'interprétation que j'ai faite ? C'est exactement ce dont je viens de vous parler. Des racailles multirécidivistes qui descendent dans un bol populaire, quelle que soit éventuellement l'altercation qu'il puisse y avoir et qui doit encore d'ailleurs être prouvée, qui ne justifie en rien qu'à l'issue il y ait un jeune de 17 ans ou de 16 ans qui meurt et 17 blessés et des propos racistes anti-blancs tenus à l'occasion de cette soirée. Moi, vous voyez bien que la réalité elle est un peu plus compliquée que ce que vous racontez, Marion Maréchal. Tout ce que je vous dis, c'est le rapport de l'enquête de gendarmerie qui le dit. Est attesté, vous pouvez pas nier d'autres faits par les faits, mais je ne nie rien du tout, madame. Je rappelle d'ailleurs ce que la famille elle-même demande et réclame. Parce que quand je vous parle du racisme anti-blanc, c'est la famille elle-même d'ailleurs qui demande que ce motif soit retenu, parce qu'une fois de plus, il y a de très nombreux témoins qui en ont insisté. Mais le fait qu'il y ait ce prénom qui apparaisse ne change rien à ce que j'ai dénoncé, ne change strictement rien. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait des zones de non-droit dans lesquelles des populations se croient tout permis, qui sont animées en partie aussi, oui, disons-le, par une haine de la France et une haine des Blancs, dans une forme de, d'ambiance revancharde d'une partie de la population immigrée qui, ressent une forme d'amertume à l'égard de la France qu'ils considèrent comme raciste, colonisatrice. Ils sont alimentés par cela. Et que, oui, cette ambiance dans laquelle évolue un certain nombre de quartiers participe d'une facilité d'agressivité, d'agression et voire même parfois de meurtre à l'égard de la population historique. Je suis désolée de vous le dire, mais un fait. Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, vous êtes avec nous jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info 8h41. Maureen Suignard. Il parle d'un enfer sur Terre. Le porte-parole du CICR sur France Info ce matin, le Comité international de la Croix-Rouge, évoque une souffrance inquantifiable dans toute la bande de Gaza. L'armée israélienne étend ses opérations dans le sud du territoire palestinien et maintient son objectif d'éradiquer le Hamas. Un adolescent de 15 ans est mort hier après-midi dans le Val d'Oise. Il a été tué pendant une rixe à Aizenville, selon le parquet. Une bagarre entre 2 bandes rivales. Un appel à la grève chez Casino aujourd'hui. Syndicats et salariés
salariés redoutent des suppressions d'emplois. Le groupe est en grande difficulté financière et prévoit de céder 300 supermarchés et hypermarchés. Comment faire pour améliorer le niveau des élèves ? Le ministre de l'Éducation a fait une série d'annonces cet après-midi, alors que les résultats de l'enquête internationale PISA sont dévoilés ce matin. Les résultats ne s'annoncent pas bons. Gabriel Attal veut notamment assouplir le redoublement. Un sans faute pour les Françaises au tour préliminaire du mondial de hand. Les handballeuses ont gagné hier contre la Slovénie. Elles terminent première de leur poule. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Avec Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, on continue d'évoquer rapidement ce qui s'est passé il y a 15 jours maintenant dans la Drôme, et notamment les manifestations d'ultra-droite qui ont suivi à Romans-sur-Isère. Vous aviez qualifié de zozo d'ultra-droite ces militants encagoulés venus de plusieurs villes de France à Romans-sur-Isère. Après le meurtre de Thomas, ils étaient armés de battes, de barres de fer à la main. Zozo, est-ce que c'est pas une manière de minimiser ce qu'ils ont fait, à savoir, selon les mots du procureur, une expédition punitive? Des zozos pour une raison simple, c'est d'ailleurs que la plupart, à l'exception d'un, n'avaient pas de casier judiciaire, et que surtout, je dis cela parce que je ne veux pas participer d'une quelconque manière à ce que j'ai considéré être une énorme manœuvre de diversion, puisque 10 jours après le meurtre de Thomas, le sujet en France et la menace en France devenaient l'ultra-droite. Voilà. Or, ce que j'ai voulu dire par là... Non, c'est une menace dérisoire. Honnêtement, c'est pas ça qui menace la France aujourd'hui. Ce qui menace la France, c'est en effet l'ultra-délinquance, c'est l'ultra-criminalité, c'est le trafic de drogue, c'est l'insécurité du quotidien, c'est l'islamisme, les attentats terroristes. C'est pas l'ultra-droite. Les extrêmes. Moi, mais j'aimerais qu'on me donne un exemple en France de meurtres commis par l'ultra-droite, d'attentats commis par l'ultra-droite, de viols commis par l'ultra-droite, d'agressions gratuites qui ont entraîné la mort ou des situations. Mais c'était opportun d'aller manifester comme ça au lendemain de ce drame à Romans-sur-Isère, c'était opportun? Non, mais je dis pas que c'est opportun, c'est pas mes méthodes et vous le savez très bien, mais je trouve que c'est pas le sujet. Voilà, objectivement aujourd'hui c'est pas le sujet, que l'ultra-droite en France c'est pas le sujet. C'est quand même le sujet s'il y a des jeunes qui veulent faire justice eux-mêmes. Qui passent des jours et des jours. Oui, mais alors madame, ce qui est intéressant c'est de savoir pourquoi. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, pourquoi aujourd'hui il y a des citoyens qui ont le sentiment qu'ils doivent se faire justice eux-mêmes? Parce qu'ils ont le sentiment précisément que l'État ne garantit pas leur sécurité et la justice. Et ça devrait être le vrai sujet. Plutôt que d'être obsédé par les mais les dizaines de zozos qui ne représentent pas la menace, une grande menace française. La question, l'obsession, une expédition punitive. L'obsession qui devait être la nôtre matin, midi et soir, c'est justement, et vous avez raison de le dire, d'éviter à tout prix qu'on tombe dans un chaos de règlement de compte dans lesquels les gens se fassent justice eux-mêmes, parce que ça, personne le souhaite, et pas moi en premier lieu. Mais donc, pour cela, il faut réaffirmer l'autorité de l'État et que les gens aient le sentiment que quand l'État met en place des lois, il les fait respecter, et que les peines, quand ces lois sont enfreintes, sont à la hauteur de la gravité et sont respectées jusqu'au bout. Aujourd'hui, il n'y a pas ce sentiment, il n'y a pas cette réalité, et donc oui, de fait, il va y avoir des éruptions de celles que nous avons pu constater. Mais madame, pourquoi je ne suis pas rentrée dans ce jeu-là? Je vais vous dire très simplement parce que... Mais c'est simple, vous m'avez condamné en fait. Non, c'est très simple. Parce que du jour où je commence à condamner, on va me dire, parce que je connais le processus par cœur, ça m'est arrivé 50 fois. Oui, mais enfin, vous condamnez, mais est-ce que vous condamnez suffisamment? Et puis avec les bons mots, et puis avec suffisamment de gravité. Et puis est-ce que vous condamnez à la même mesure que la manière dont vous avez condamné Crépol? Et puis finalement, est-ce que vous n'auriez pas quelques petits liens avec ces personnes qui se trouvent, parce que c'est toujours le même procès, qui se trouvent dans ces manifestations? Et puis finalement, est-ce que ce ne serait pas de votre faute? À la fin, quand on y pense, est-ce que c'est pas vous qui dresserez ces deux France les unes contre les autres? Alors que moi, précisément, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je veux éviter la guerre civile, je veux éviter les affrontements ethniques, je veux éviter les affrontements religieux, et donc c'est pour ça justement que je veux faire en sorte que l'État retrouve toute sa place pour éviter ces dérives. Donc je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que je sais que du moment où je mets le doigt là-dedans, je participe à la manœuvre de diversion et je passe la moitié de mon émission donc vous validez la à devoir me justifier l'extrême droite annoncée par Gérald Darmanin. Moi ce que je veux, vous validez ça? Non, mais moi ce que je veux, madame, mais écoutez, ce que je voudrais, c'est que Gérald Darmanin mette les mêmes moyens qu'il a mis face à l'ultra-droite que dans les zones de non-droit et que face au trafic de drogue. Moi, j'ai écouté la maire de Romans-sur-Isère qui a parlé chez votre consoeur Apolline de Malherbe et qui disait « J'ai vu débarquer des cars de CRS de manière extrêmement rapide et efficace. Je n'ai rien vu de tout cela au moment des émeutes de Noël. » Parce que si on parle d'un danger qui menace la France, à la suite, quand même, rappelons-le, de la mort de Noël, il y a eu 58 000... ces groupuscules d'extrême droite. Est-ce que c'est parce qu'au sein de Reconquête, mais parce qu'on s'en fiche. Il y a des fondateurs. Parce qu'on s'en fiche. Parce qu'aux portes de votre studio, avant-hier, il y a un homme
comme un terroriste islamiste qui a encore tué et blessé des gens et que c'est ça qui menace la France aujourd'hui et que tout le temps qu'on passe à parler de ça, c'est donner du crédit. C'est donner du crédit à une menace, je suis désolée, qui n'existe pas. Et donc moi, je ne veux pas... Une menace qui n'existe pas. Oui, qui n'existe pas. Excusez-moi, une fois de plus, combien de meurtres, combien d'attentats, combien de viols, combien d'agressions gratuites à la sortie d'une boîte de nuit ou pour une cigarette venant de l'ultra-droite? Zéro. Voilà, la réalité, c'est que zéro. Il y a eu ratage dans le suivi psychiatrique. C'est ce que dit Gérald Darmanin à propos de l'assaillant de Paris qui a tué un touriste samedi dernier. Est-ce qu'il a raison? Ce qui s'est passé est la conséquence d'un système psychiatrique défaillant? Non, j'y crois pas du tout. Je pense que Gérald Darmanin utilise cela pour ne pas avoir à répondre, une fois de plus, d'une faillite de l'État, ce que je considère être une faillite de l'État. D'ailleurs, un certain nombre de spécialistes du djihadisme qui s'intéressent de près au profil psychiatrique, je pense notamment à Wassim Nasser, je pense à Daniel Zagouri, qui eux-mêmes disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans ce profil de choses qui attestent d'une maladie mentale. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est quand même particulièrement organisé et structuré, quand même, rappelons-le, pour un soi-disant fou. C'est-à-dire que c'est un homme qui a tenté de rejoindre un camp d'entraînement djihadiste, qui a été condamné quand même pour s'entraîner à l'égorgement sur des lapins, qui avait prévu cet attentat. Sa mère elle-même d'ailleurs l'avait signalé. Il a revendiqué cet acte de manière parfaitement cohérente au nom de l'État islamique. Il l'a justifié une fois son arrestation faite. Donc excusez-moi de vous dire que c'est quand même très structuré et très cohérent pour un malade mental. Donc moi je ne crois pas à cela. Je pense qu'on essaye de psychiatriser l'islamisme alors que c'est une idéologie, c'est pas une maladie mentale. Il a d'ailleurs jamais été hospitalisé. Mais il peut y avoir une conjonction de plusieurs facteurs, c'est-à-dire des troubles psychiatriques, sans parler même de maladie, et puis une idéologie qui se greffe dessus. Cet homme a déjà été condamné et il n'a pas été reconnu irresponsable pénalement à l'époque. Donc je pense que c'est une fois de plus une facilité de la part de l'État pour ne pas avoir à accepter le fait qu'aujourd'hui, il y a une faillite de notre État. Il y a 5000 fichiers S pour islamisme qui sont reconnus comme des profils dangereux et suivis par nos renseignements, dont une partie sont aujourd'hui en liberté et qui commettent un certain nombre de meurtres. Je vous rappelle d'ailleurs, j'ai fait la liste en arrivant chez vous. Des fichiers S qui ont commis des meurtres et qui ne sont pas enfermés. De fichiers S, excusez-moi, mais l'attentat du Thalys, c'était un fichier S. Le massacre du Bataclan, il y avait des fichiers S. L'assassinat du père Hamel, c'était des fichiers S. La tentative d'attentat sur les Champs-Élysées, c'était des fichiers S. Le terroriste de l'Opéra, c'était un fichier S. L'attentat du marché de Noël à Strasbourg, fichier S. Dominique Bernard, fichier S. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je demande, c'est qu'on n'attende pas que ces gens commettent des agressions ou des meurtres pour y répondre. Il faut, et j'en ai parlé dans une tribune du Figaro, il faut mettre en place une arrestation immédiate et une détention préventive de tous les fichiers S pour islamisme. Sur quelle base légale, Marion Maréchal? La base légale, elle n'existe pas. Il faut justement la mettre en place pour les mettre hors d'état de nuire et ôter toute forme de la menace qu'ils peuvent représenter sur la société, dans l'attente de pouvoir évaluer au cas par cas. Vous voulez enfermer des gens qui n'ont commis aucune infraction? Chaque situation, des gens, madame, qui sont des bombes à retardement. Ce que je constate, c'est qu'il y a un principe de précaution pour l'environnement, il y a un principe de précaution pour le Covid, où là, il n'y a aucun problème à enfermer 66 millions de Français pour des raisons sanitaires. On n'a pas été enfermé en prison, madame. Par contre, 5000 fichiers S qui menace la sécurité de 66 millions de Français, on n'a pas de solution. Donc moi, je vous le dis, je pense qu'il faut cette détention préventive. Elle existe dans d'autres cas sans que ça n'offusque personne. Elle existe sur la rétention de sûreté, elle existe sur la détention provisoire, elle existe sur l'assignation à résidence. On vous répondra, Marion Maréchal, qu'il y a une confusion sur ce qu'est le fichier S, c'est-à-dire c'est un outil de renseignement qui peut viser des individus qui n'ont pas connu de délit ou de crime, qui n'ont pas commis de délit ou de crime. Parfaitement cela, monsieur, mais à la différence de vous, je ne vais pas attendre et je ne veux pas attendre que ces profils identifiés comme dangereux et donc suivis comme tels commettent des meurtres avant de s'en soucier. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire qu'on pourrait en France enfermer des gens pour des meurtres qu'ils n'ont pas commis, la justice préventive. Situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. D'ailleurs, l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme nous permet de déroger à un certain nombre de droits fondamentaux. Mais quand une situation Marion Maréchal, vous donnez l'exemple de la détention provisoire, Madame, mais elle est exceptionnelle, et deux, en fait, les personnes qui sont enfermées, c'est la rétention de sûreté. Ils sont judiciarisés, ils sont dans l'attente d'un procès parce qu'ils ont commis un crime. La rétention de sûreté, c'est pas du tout ce que vous proposez. C'est bien un maintien en détention à l'issue d'une condamnation qui a été réalisé. Donc c'est en dehors de la peine judiciaire. C'est donc un maintien en détention administrative à l'issue d'une peine. Mais ils sont passés à l'acte au regard de la Vous savez très bien que parfois des gens se retrouvent sur un fichier S, sur le fichier S, je vais vous donner pour avoir juste consulté à un moment donné je vais vous donner un exemple d'un fichier S qui est en liberté, qui date de pas très longtemps, puisque le 6 octobre dernier, à l'occasion d'une instance judiciaire, un fichier S a menacé d'égorgement l'avocat Thibault de Montréal. Vous voyez probablement qui c'est. Cet homme dont je parle a subi 6 signalisations
radicalisation. Il a contribué à radicaliser l'un des co-assassins de Magnanville. Il a été interpellé vers un camp d'entraînement djihadiste. Il a été lui-même d'ailleurs condamné à de la prison. Et aujourd'hui, cet homme est libre, il travaille, il touche des aides au logement et il est donc en liberté. Et bien moi, je vous dis, ce genre de profil-là, aujourd'hui, ne peut pas être en liberté. Il faut qu'il soit mis hors d'état de nuire et que nous puissions avoir le temps d'évaluer chaque situation. Parce que pendant que ces personnes seront en détention provisoire, l'idée, c'est de laisser du temps à l'État pour permettre soit d'expulser les étrangers. Vous savez, par exemple, la rétention administrative des migrants dans le droit européen, c'est jusqu'à 18 mois. Donc déjà, si on avait 18 mois devant nous, ça nous permettrait d'expulser les étrangers, d'expulser les clandestins, de déchoir de leur nationalité les éventuels binationaux, et donc de pouvoir mener des enquêtes sur ceux qui restent et qui sont français, qui ne doivent pas être la majorité du genre, parce que je pense que la majorité sont binationaux, pour pouvoir justement apporter une réponse. Je vous coupe, Marion Maréchal. On va reprendre ce débat juste après le fil info. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h, 8h53. Maureen Suignard. Le réchauffement climatique peut atteindre 1,5 degré d'ici 7 ans seulement. Il s'agit pourtant du seuil fixé par l'accord de Paris. Mais selon Global Carbon Project, nos émissions continuent d'augmenter. En pleine COP28, les chercheurs indiquent donc que l'objectif de maintenir le réchauffement à 1,5 degré n'est plus atteignable. Une première nuit en prison pour 2 chauffeurs de VTC après la mort d'un supporter du FC Nantes poignardé ce week-end. Le principal suspect est mis en examen pour homicide volontaire. Il affirme qu'il cherchait juste à se défendre. Le second chauffeur est soupçonné d'avoir effacé des preuves. C'est assez rare pour être souligné. Un texte voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, celui qui vise à interdire les puffs, ces cigarettes électroniques à usage unique, des produits accusés d'être une porte d'entrée vers le tabagisme pour les plus jeunes. Le Sénat doit encore adopter la mesure et la Commission européenne doit aussi donner son accord. Le décret a été publié ce matin au journal officiel. Le risque lié à la grippe aviaire en France passe de modéré à élevé. Plusieurs foyers ont été détectés. Des éleveurs vont donc devoir confiner leurs volailles. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Avec Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux Européennes et vice-présidente du parti d'Éric Zemmour. Vous proposez donc la détention préventive pour les fichiers S suivis pour radicalisation. On les met où ? Vous savez, quand l'État veut, l'État peut. Quand il s'agit de répartir sur le territoire et de réquisitionner des logements pour des dizaines de milliers de migrants, ils le font. Mais concrètement, où en prison il faut des centres de rétention dédiés. Ça veut dire qu'il faut réquisitionner des habitations, des logements, des casernes, pourquoi pas. Vous savez, en 2008, il y a 85 casernes qui se sont libérées du fait de la réduction des effectifs. Il y a une partie d'entre elles aujourd'hui qui n'ont pas été, par exemple, réassignées. Donc on pourrait utiliser typiquement ce genre de logement. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand l'État se donne une fois de plus les moyens, il peut le faire. Encore faut-il que ce soit une priorité et ça devrait être pour moi la priorité. Vous faites matin, parallèle avec les migrants, Marion Maréchal, alors qu'on est sur un tout autre sujet. On parle de radicalisation. Je vous donne un exemple d'une l'encadrement n'est pas le même. Ce que je veux dire, c'est que quand bien sûr, madame, vous avez raison. Souligner. Vous avez raison il va falloir s'organiser pour se mettre matériellement et humainement en capacité de pouvoir assumer cette mesure. Et d'ailleurs, il va falloir pour cela, puisque cette mesure n'existe pas, mettre en place une réforme législative. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai entendu Gérald Darmanin dire qu'il était ouvert à toute proposition, parce que lui-même admet d'ailleurs chez vos confrères qu'il y a une partie en effet de ces fichiers S qui sont en dehors des radars et pour lesquels on n'a pas véritablement de solution. J'ai vu même Manuel Valls évoquer aussi cette solution. Par le passé, Nicolas Sarkozy lui-même l'avait évoqué. Donc je pense que maintenant il faut pas tout à fait dans ces termes-là. Il faut arrêter. Ah si, Nicolas Sarkozy l'avait évoqué en ces termes. Je pense qu'il faut de l'état de droit concrètement. Non, mais non, on sort pas de l'état de droit. Puisqu'en fait, on peut pas enfermer quelqu'un sans infraction. Arrêter de l'évoquer. Mais une fois de plus, madame, des situations de détention administrative, elles existent en France. Et moi, je veux bien qu'on raisonne à droit constant, mais dans état de droit, il y a d'abord État. Et le premier rôle et le premier devoir de l'État, c'est d'assurer la sécurité des Français. Il y a une menace aujourd'hui endémique. Moi, j'ai 2 petites filles, j'ai pas envie de vivre dans un pays où je vais attendre tous les jours de savoir si ça va pas finir au hasard par un égorgement au milieu de la rue, parce qu'il y a des fous dangereux et identifiés comme tels et suivis par l'État qui se baladent aujourd'hui en liberté. Je pense que les Français ne peuvent plus entendre ça. Et donc, il faut une mesure exceptionnelle, une situation exceptionnelle. Marion Maréchal, l'ancien ministre socialiste de la Santé Claude Évin et Patrick Stefanini, figure des Républicains, ont rendu leur rapport sur l'aide médicale d'État hier. L'AME, dispositif sanitaire utile, écrivent-ils, globalement maîtrisé sur le plan financier, qui ne génère pas de consommation de soins, faisant apparaître des atypismes ou des fraudes. Il n'y a donc pas lieu de la supprimer. Moi, je suis en désaccord complet avec ça. Alors, relativement maîtrisé pour aujourd'hui une mesure qui coûte près de 2 milliards d'euros aux Français. Ils sont 1 milliard. 1 milliard. 995 millions d'euros ça a augmenté en 2022. Ça a augmenté, 970
mais c'est quand même, je veux dire, dans le porte-monnaie des Français, quelque chose de significatif. Et puis surtout, au-delà même du coût que ça peut représenter pour un pays qui est quand même très largement endetté, je le rappelle, il y a aussi une question à un moment donné de principe et de justice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes clandestin dans notre pays, entré et maintenu illégalement sur le territoire, vous avez une prise en charge à 100% de vos soins médicaux, quand les Français eux-mêmes se privent d'un certain nombre de soins parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y avoir accès. Pour des raisons sanitaires, pour éviter que des virus ou circulent. Je suis désolée de vous dire, par exemple, que cette mesure n'existe pas dans l'intégralité même de l'Union européenne, et je ne crois pas savoir qu'il y a des épidémies mortifères dans ces pays. C'est un dispositif d'ailleurs de mémoire qui est apparu en 1999. En amont de cela, excusez-moi de vous dire qu'une fois de plus, il n'y avait pas non plus d'effondrement sanitaire de la France. Donc je pense que tout ça sont de fausses justifications. Ce sont des gens qui sont dans une logique aujourd'hui de maintien de l'immigration, qui veulent maintenir ces pompes aspirantes à l'immigration illégale parce qu'ils considèrent que c'est la solution à l'effondrement démographique de la France, aux fameux métiers en pension. Moi, je ne partage pas cette vision-là. Je pense qu'aujourd'hui, les conséquences de l'immigration en France sont trop lourdes sur le plan économique, sur le plan culturel et sur le plan sécuritaire. J'ai juste une dernière question rapide. Depuis le début de l'entretien, on vous appelle Marion Maréchal. Mais il fut un temps où vous appelez Marion Maréchal Le Pen lorsque vous étiez au Front National. Tout à fait. C'est fini, vous avez honte maintenant? Ah non, j'ai pas honte du tout. C'est d'ailleurs un prénom que je porte en nom d'usage sur ma carte d'identité. Mais vous savez, j'ai quitté la politique en 2017. Et vous êtes revenu. Et quand j'ai quitté la politique, j'ai dit je quitte mon nom politique, si je peux dire, parce que j'ai monté une école à ce moment-là et je suis revenue dans le privé. Et c'est vrai que quand je suis revenue en politique à l'occasion des élections présidentielles pour soutenir Éric Zemmour, je trouvais ça un peu hasardeux de reprendre, on va dire, le nom et de rechanger. Mais je n'ai aucun problème à ce qu'on m'appelle avec ce nom et j'en suis très fière. Donc on peut encore vous appeler Marion Maréchal Le Pen. Aucun problème pour moi. Marion Maréchal Le Pen était donc l'invité du 8-30.